Bienvenue dans Service Public. Ils sont de plus en plus nombreux, on les appelle les déçus du Robien. Ils sont prêts à passer en justice pour se défendre contre des opérateurs indélicats. Les Robiens, vous connaissez, vous qui nous écoutez, depuis 2003, l'achat défiscalisé. Alors ces opérations n'ont pas toujours été de bonnes affaires pour tout le monde. Des épargnants, parfois même des épargnants aux revenus modestes, ont cru ainsi se constituer un patrimoine moyennant une baisse d'impôts. Ils se retrouvent aujourd'hui par milliers avec le sentiment d'avoir été un peu floués et avec en général un bien impossible ou difficile à louer sur les bras. Halte au lynchage, répondant furieux d'être ainsi mis à l'index par les médias, mais également par des avocats, des financiers et des associations de consommateurs. Choisir cet été. Alors, Service Public ce matin a décidé de faire le point et d'ouvrir le débat. Faut-il oui ou non supprimer ces Robiens ou faut-il tout simplement réaménager ce dispositif d'amortissement fiscal? Le Robien présente-t-il oui ou non des avantages? C'est ce qu'on verra dans cette émission. Les abus sont-ils minoritaires ou concernent-ils des dizaines de milliers de Français, comme le disent certains? Tout le monde, en tout cas, n'est pas d'accord sur les chiffres. On est là pour en parler. Tout le monde sache un policier que nous allons entendre dans cette émission. Ils nous ont dit c'est vraiment un placement sans risque. Il n'y aurait aucun risque. Ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà vendu plein. Vous dites de toute manière, connaissant ma fonction, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un os quelque part. Voilà, c'est un reportage réalisé par Antoine Ly, très touchant et très intéressant. Restez bien à l'écoute. Dans son intégralité tout à l'heure. Je voudrais tout de même, comme tous les matins, redonner le numéro de téléphone du standard de service public 01 45 24 7000. Vous pouvez bien sûr vous exprimer sur le net, sur franceinter.com, sur le site de Service Public pour participer au débat ce matin avec mes deux invités, deux partis, deux points de vue, deux façons de voir une situation qui est assez complexe. Et j'aimerais qu'au bout d'une heure d'émission, on y voit un peu plus clair grâce à mes deux invités que je vous présente. Claudie Giros, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'ADIM, l'association de défense des investisseurs et mandataires victimes des opérateurs indélicats de produits de défiscalisation. En gros, vous défendez aujourd'hui les déçus des Robiens après avoir vendu, vous, des appartements via ce système. Vous êtes une repentie, comme on dit un peu dans le langage de la mafia? Non, je ne suis pas une repentie. Disons que j'ai subi des formations qui m'ont amené à faire donc des défiscalisations et je vous expliquerai peut-être tout à l'heure les méthodologies de vente imposées, on va dire, et de ce fait, puisque nous vendons des VFA, c'est-à-dire des ventes futures d'achèvement, nous découvrons en fait le problème à la livraison. Mmh. Donc pendant 2 ans, et il est évident qu'avec cette méthodologie qui est très forte, nous obtenons effectivement énormément de ventes, et à la livraison, nous Vous êtes repenti. On va expliquer effectivement tous ces mécanismes de vente. Mais quand je parlais de repenti, je voulais que l'auditeur comprenne bien quelle est votre position. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez? Alors aujourd'hui, je ne regrette pas pour la bonne raison que je tiens quand même à préciser que en aucun cas je fais systématiquement de la casse de promoteurs ou de la casse de conseils en gestion de patrimoine. Il y a d'excellents promoteurs, il y a d'excellents conseillers en gestion de patrimoine, donc je tiens à le souligner et à le ressouligner. Mmh. Par contre, il y a des vendeurs de n'importe quoi qui passent par des méthodologies qui sont pyramidales. D'ailleurs, on y trouve dans ces réseaux des gens qui ont déjà été condamnés, par exemple, par le groupement, par Amway, etc. Donc les méthodologies sont vraiment très douteuses. Alors on va en parler. Donc on a bien compris, ne pas mettre tous les Robiens dans le même sac. Exactement. Il y a des gens sérieux et des gens pas sérieux du tout. Jean-François Gabilla est face à vous. Bonjour. Bonjour. On vous a déjà entendu au micro de Service Public. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des promoteurs constructeurs. Je voudrais qu'on fasse un petit point avant d'écouter le reportage d'Antoine Ly, un petit point sur les chiffres. Alors, ces déçus des Robiens que représente en partie Claudie Giros sont-ils, d'après vous, chiffrables? On parle quand même de dizaines et de dizaines de milliers de mécontents. Écoutez, ce chiffre, comme vous dites, quand on dit dizaines de milliers, on voit bien que c'est une approximation, évidemment sans aucune précision. Parce que tous les déçus ne vont pas en justice. Moi, je voudrais vous donner des chiffres simplement de ce qui a été produit, de ce qui a été livré. À fin 2007, puisqu'on est encore en courant 2008, on n'a pas compté 2008, à fin 2007, il y avait eu environ 220 000 logements et le complémentaire qui est le Borloo qui avait l'estimation. Il n'y a pas de comptage scientifique, je tiens à le dire. L'estimation qui a
n'étaient pas loués étaient d'environ de 4 à 5 000. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas plus, qu'il y a eu des difficultés. Mais je veux dire, quelqu'un qui attend un loyer de 10 €, s'il le loue à 7 €, le logement est loué, mais c'est pas forcément son attente. 4 à 5 000 déçus, moi je me permets Non, parce que ce qui correspond probablement à 15 à 20 000 personnes qui ont eu des difficultés. Bon, ça veut dire que c'est 2% des logements qui ne sont pas loués, et c'est à peu près 10% du système, qui est en train d'ailleurs d'être corrigé, qui pose une difficulté. Donc je ne cache absolument pas le fait qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'acheteurs qui ont été peut-être prudents dans certains cas, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que s'il y a aujourd'hui 1000 logements environ vides, il y en a quand même du point de vue cette fois de l'intérêt général, pendant la même période, le monde public HLM a livré 150 000 logements. Ce qui veut dire que si ces logements Robien-Borloo n'avaient pas existé, la crise du logement en France serait beaucoup plus utilité, ce qui n'empêche pas de condamner des dérives, bien entendu. Bien sûr. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, je le disais. J'opposerai juste à vos chiffres un autre chiffre, celui d'Éric Tréguier, qui est le spécialiste immobilier du magazine Challenge, quand même assez impartial. D'après lui, on est plutôt à 20% de personnes absolument mécontentes du système Robien. 20% sur les 220 000 logements dont vous parliez. Ça me paraît beaucoup, mais cela étant, il ne doit pas avoir de... Écoutez, alors Claudie Giraud, un mot peut-être sur le... Oui, je voudrais rajouter, disons un complémentaire de Monsieur Gabillot, à savoir que l'ADIM n'est absolument pas est quelque chose de très récent, et en 4 mois, nous avons quand même plus de 7000 lettres de problématiques, alors que c'est une association qui n'a jamais fait de publicité, qui n'est pas connue. Donc, si elle était connue, j'imagine un petit peu ce qui arriverait comme lettres de... Et le nombre d'actions en justice est en train d'augmenter. Le nombre d'actions en justice est en train d'augmenter en ce moment. Nous ne sommes pas en contradiction, disons ça simplement. Oui. Si l'ADIM n'est pas encore connue, Internet fonctionne, et là... Il y a eu beaucoup plus d'émissions pour dénoncer les problèmes du Robien que d'émissions pour dire que le Robien a été une excellente chose pour la France dans son ensemble. Alors, vous oubliez une chose quand même, c'est que les gens qui subissent de plein fouet ce problème Robien, c'est-à-dire que certains sont en commission de surendettement, d'autres sont en train de vendre leur résidence principale. Ces gens-là sont un peu paumés dans des situations très difficiles, et on parle aussi de gens qui ont des revenus modestes. Je vous propose un exemple peut-être. Surtout. On va s'arrêter là pour la bataille des chiffres. On va surtout s'intéresser à un exemple qui nous permettra. C'est celui d'Antoine Lee, qui a rencontré un témoin, une victime qui souhaite rester anonyme, victime d'un mauvais investissement Robien. Il y a 2 ans, ce trentenaire a acheté donc un bien immobilier grâce à cette loi Robien. Aujourd'hui, cet investissement s'avère totalement désastreux. Aujourd'hui, cette personne doit faire face à de graves problèmes financiers. Alors, ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que cette victime a été démarchée sur son lieu de travail, qui est un commissariat. Cette personne est policier. On écoute son témoignage. C'est par la venue ce qui était appelé un conseiller en patrimoine qui avait pris rendez-vous avec ma brigade de police secours dans un commissariat et qui s'est présenté à nous en nous disant qu'il allait nous expliquer comment payer moins d'impôts. On oserait vraiment berner des fonctionnaires de police, quoi. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont accepté. Donc ensuite, a été abordé la question du support de défiscalisation. Commencer à parler de biens immobiliers, en nous disant qu'il allait nous faire avoir quelque chose 30% moins cher par rapport au prix du marché, et que cet investissement allait permettre de se défiscaliser une partie, et l'autre partie allait être absorbée par les locataires. Donc ils nous ont dit c'est vraiment un placement sans risque. Il y aurait aucun risque. Ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà vendu plein. Il représentait quelle société? La société IFB qui travaille pour le groupe Akeris. Il m'a demandé si je pouvais pas lui amener d'autres collègues. Alors faut essayer de voir vraiment démarcher et essayer de me ramener de nouvelles proies. Et là je suis formel, il m'a parlé de proies, ce que j'ai refusé. Alors après, vous aimez le soleil, est-ce que vous aimez la mer? Je vous ai trouvé quelque chose près de la mer, en bord de mer. Et il vous dit que voilà, qu'il a trouvé l'affaire du siècle pour vous. C'était quelle ville?
C'est alors ce monsieur, à Béziers? Un petit T1 dans une résidence neuve et au prix de 87 000 €. Le bien immobilier et la place de parking 6 000 €, ce qui fait un total de 93 000 €. Vous dites, de toute manière, connaissant ma fonction, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un os quelque part. Mais une fois que le bien est livré, vous vous apercevez que vous pouvez plus payer parce que il n'y a pas de défiscalisation possible, donc vous retrouvez à payer la totalité du crédit. Mais attendez, pourquoi il n'y a pas de défiscalisation possible puisqu'on vous l'avait promis? Que s'il y a locataire, tant que le premier locataire n'est pas arrivé dans l'appartement, la défiscalisation n'est pas possible et les assurances garanties locatives non plus, ce qui nous avait bien été caché à l'achat. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un locataire pour ce bien? Parce que le prix était surévalué au départ, mais ça on vous le dit pas, on vous dit qu'il est sous-évalué. Donc étant surévalué, les remboursements sont très forts, le prix du loyer qui en est une répercussion aussi, les gens vont juste à côté où c'est peut-être 2 fois moins cher. Il n'est pas possible? Si, tout à fait, vous pouvez baisser le loyer, vous pouvez même le diviser par 2, mais c'est vos mensualités qui vont s'en trouver augmentées d'autant pour arriver à faire la fameuse somme qui va rembourser le crédit tous les mois. Ouais. Je me suis ensuite aperçu que des sommes astronomiques m'étaient prélevées sur mon compte en banque. Alors Combien? Alors ça a commencé à 495 €, là on en est à 507. Ça implique un surendettement de l'ordre de 70% environ de mes revenus, puisque j'ai déjà un autre appartement dans lequel je vis. Tous les mois, je suis à découvert, mais tous les mois un peu plus. Et ça risque encore de s'aggraver dans les mois qui viennent. Parce que le crédit est à taux variable, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous avait caché. Que le risque de la radiation de la police nationale, dès que vous entrez en école de police, on vous dit il y a 3 cas de révocation, c'est la drogue, l'alcoolisme et le surendettement. C'est comme si on vivait au jour le jour, quoi. On se dit on fait plus de projets à long terme. Donc forcément, quand vous faites plus de projets à long terme, vous pouvez plus dormir tranquille. Et c'est de là que je me suis décidé à déposer plainte. Là, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir? Pour le moment, je vois plus trop d'avenir là pour essayer de sortir de là le plus rapidement possible. Sortir de cette histoire. Service public. 01 45 24 7000. Voilà, donc je vous le disais, un témoignage Antoine Ly, et espérons que cette personne, ce policier, puisse avoir gain de cause. Jean-François Gabilla, quand vous entendez ce type de témoignage, est-ce que vous n'êtes pas tenté quand même de vous dire que le Robien, c'est aussi une machine à escroquer? Non, je suis d'abord réticent pour la personne, parce que ce n'est pas le premier que j'entends, de personnes qui se sont senties flouées au téléphone, et je comprends tout à fait la détresse dans laquelle ils peuvent être. Mais le système en lui-même, le système a été conçu à une période où la production de logements locatifs s'était quand même largement effondrée et on commençait à avoir une tension très forte sur les loyers. Il ne faut pas confondre un système qui était là pour développer une production et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a largement rempli ses besoins. Avec des opérateurs qui ont profité de ce système. Perversion qui a consisté finalement à dire je produis sans faire véritablement attention à la quantité de la demande. Que bon, là on entendait parler de Béziers. Béziers est une ville dans laquelle il y a quand même une demande locative qui reste relativement importante, mais probablement pas au niveau du loyer auquel on lui a vendu en lui disant le plafond est de, mettons, j'ai plus en tête le plafond de Béziers, je crois que c'est 10 ou 11 €. Le plafond est à 11 €. Le loyer à Béziers, il sera plutôt. Mais la société qui est citée donc dans ce reportage, Acquéris, vous la connaissez? Comment peut-on défendre de telles pratiques du démarchage en plus auprès d'un policier? Il faut le faire quand même. Vous leur poserez directement la question. Je dirais moi, Acquéris. Mais vous êtes un observateur du système. Oui, mais je dirais Acquéris c'est une société importante avec un président particulièrement respectable qui a, je pense, eu au démarrage effectivement une satisfaction des besoins locatifs réels qui existaient et
qui a peut-être été victime de son succès. Mais moi, je ne peux pas porter de jugement de valeur sur une société que je ne connais pas, que je ne connais pas de l'intérieur en tout cas. Je sais que la plupart des sociétés qui font de la défiscalisation et qui sont spécialisées en produits locatifs, la plupart d'entre elles ne font pas partie de la Fédération des promoteurs constructeurs. Donc je les connais d'autant moins qu'ils ne font pas partie de notre Et s'ils ne font pas partie de votre fédération, c'est parce que vous doutez justement de leurs agissements? Oh, il y a plusieurs raisons. Disons on partage pas forcément la même philosophie du métier. Donc, le conseil qu'on pourrait donner aux auditeurs de France Inter, c'est de regarder si des sociétés, enfin il y a toujours les mêmes noms, hein, il y a 3-4 sociétés dont le nom revient, Adomos, Akeris, Omnium, ce sont les sociétés qui sont très souvent visées et accusées quand même de ce type de pratique. Si vous permettez, le premier conseil que je donnerais quand même à quelqu'un qui est démarché pour un achat. Et après tout, il n'y a pas d'encadrement de la profession de promotion, comme il n'y a pas de véritable encadrement de la profession de vente dans ce domaine pour quelqu'un qui a une structure qui a déjà une carte. Le premier conseil quand même, c'est de dire, quand vous allez acheter une voiture qui coûte 10, 15, 20 000 euros, vous allez aller 4 sous tous les angles, et là on vous propose d'acheter un logement, vous ne prenez même pas le temps de passer un coup de fil ou d'aller sur Internet voir ce qui se vend. Alors, le système de vente que je connais, pas par cœur, mais enfin certainement moins bien que Madame Héros, mais qui est très performant, n'empêche pas que, une fois que le contrat est signé, il y a un délai de rétractation de 8 jours, donc pendant lequel le contrat peut être purement et simplement annulé, et qu'ensuite on peut toujours trouver un moyen pour se désister. Moi, le premier conseil, c'est si vous avez un doute, et même si vous n'avez pas de doute, vous savez que vous allez contracter un emprunt qui fait 100-150 000 $. Où est-ce que c'est? Passer un coup de fil, bien souvent on achète téléphoner, sur plan. mais non, mais même sur plan. Nous vendons 98% de notre production sur plan. Monsieur Giraud, est-ce que vous pensez que les gens ont parfois été trop naïfs? Alors, ou est-ce que c'est une vision simpliste de la situation? Non, disons que monsieur a une vue tout à fait juste, une vue immobilière. Donc on a tendance à penser, c'est ce que vous pensez, que quand vous achetez un bien immobilier, vous allez éventuellement et même évidemment sur place voir où se situe le quartier, voir le prix au mètre carré, voir un petit peu la qualité des produits au travers Internet. On a affaire à un promoteur et un gestionnaire. Donc, en allant sur Internet, effectivement, on peut avoir des idées précises sur le sérieux donc du promoteur et du gestionnaire. Au demeurant, votre vue qui est parfaitement très juste, c'est-à-dire qui est une vue immobilière, la personne achète un. Or, les sociétés dont nous parlons, moi je peux en parler personnellement d'une pour y avoir travaillé dedans, et je le regrette ô combien, qui s'appelle Omnium Finance. Eh bien, ce groupe, si vous voulez, ne vend pas de l'immobilier. Qui ne sont que des vendeurs, qui ne sont pas des conseillers en gestion de patrimoine, hein, c'est-à-dire que le conseiller a quand même une formation non seulement au niveau de l'immobilier, mais au niveau aussi du financement, au niveau aussi du placement. Or, ce sont des vendeurs, c'est-à-dire des gens qui 48 heures avant étaient pâtissiers, étaient boulangers, étaient femmes de ménage. 48 heures après, ils ont une ronflante carte de conseiller en investissement. Donc le but est de vendre et vendre à tout prix. Vendre à tout prix, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas conseiller un client. La preuve en est, quand on regarde les méthodologies de vente, en aucun cas le côté immobilier est mis en avant. Ces gens-là, et j'en ai fait partie, je dois le reconnaître, bon, on peut m'appeler repenti, peut-être que quand j'ai vu que j'avais mis tous mes amis dans les problèmes, j'ai décidé, que j'ai ouvert les yeux, j'ai décidé de les sortir de l'endroit où je les avais mis. Donc de ce fait, j'ai regardé de façon plus approfondie comment j'avais fait et quelle était la méthodologie. Et contre l'économie d'impôt et la best line de ces sociétés, c'est regarder l'économie d'impôt que vous allez faire. Et avec cette économie, vous allez vous construire un patrimoine. Vous allez préparer votre retraite. Hein, on sait que la retraite par participation est nos jours. En plus, vous allez subsidiairement avoir un support immobilier et ce support immobilier va être assujetti donc d'une assurance décès-invalidité. Donc au passage, vous faites un peu de prévoyance. Donc comment? Non, mais la manière de vendre, c'est vrai. L'immobilier est complètement occulté. On achète certes parfois sans vraiment regarder l'état du marché, sans s'interroger s'il n'y a pas une surproduction, d'ailleurs s'il n'y a pas trop déjà de logements neufs dans telle ou telle ville.
sur le prix des loyers, mais bien souvent, ces personnes ont acheté des logements qui étaient mal construits, où au bout d'un an, il y avait des fissures, etc. Donc les personnes ont également acheté de mauvais produits de très mauvaise qualité. C'est pas, je dirais, ça n'a pas un caractère systématique, Dieu merci. Non, mais je vous arrête tout de suite. Non, madame, ça peut pas être, c'est pas systématique. Il y a eu effectivement, dans certains cas, comme les constructions sont, je dirais, le volet où je rejoins ce que vous avez dit, c'est que effectivement, la méthode de vente que j'ai moi-même expérimentée par curiosité, effectivement, est une démarche dans laquelle le terme immobilier vient peu et on vous vend un placement financier, on vous vend une sécurité, une économie d'impôt. Et quand on vend une économie d'impôt à quelqu'un qui gagne, comme j'ai eu le cas, 2000 ou 2500 euros par mois, c'est une absurdité. Bon, mais cela étant, la personne qui va quand même acheter va quand même signer, va quand même, on lui dit quand même qu'elle va avoir un acte de vente chez un notaire, il va y avoir un montant qui est assis sur un logement. Donc c'est là où il faut arriver à pouvoir faire la connexion. Mais sur le volet technique, il y a eu effectivement des constructions qui sont pas techniquement parfaites parce que le fondement même n'est pas forcément l'immobilier, ça je suis d'accord avec vous. Vous avez cité certaines des sociétés tout à l'heure, j'en connais qui vraiment, dans les constructions, n'ont absolument pas à rougir comparé à d'autres promoteurs. Oui. Donc là-dedans, je pense qu'il ne faut pas mélanger... Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des bilans, puisque tout a démarré aujourd'hui, est-ce que oui ou non, l'Eurobien, c'est un investissement qui rapporte essentiellement des ennuis? Écoutez, ça dépend du promoteur et ça dépend du conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine, un vrai, va étudier le côté patrimonial, financier, le côté immobilier, va conseiller un promoteur qui tient la route, va conseiller un bien qui tient la route. La loi elle-même est bien faite. Elle a été mal appliquée par des gens qui manquent un petit peu d'éthique. Je compléterai en disant que l'Eurobien, pour répondre à votre question, que l'Eurobien est un très bon produit immobilier à condition qu'on l'envisage sous l'angle de l'immobilier. Ça implique. Eh bien, on va continuer d'en discuter avec des auditeurs qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Des magiciens, des comédiens, voilà peut-être une manière de qualifier les vendeurs d'Eurobien. Non, je ne céderai pas à la caricature. 01 45 24 7000. Je vois que vos appels sont déjà nombreux ce matin. Je voudrais vous préciser que nous répondrons dans un petit instant. On va prendre le temps quand même de répondre à Lionel à Marseille qui nous pose une question intéressante. Pouvez-vous préciser à qui s'adresser pour porter plainte dans un cas de figure, les cas de figure que nous avons évoqués? Combien cela coûte-t-il? Qu'est-ce que l'on peut espérer gagner en cas de reconnaissance du préjudice? Lionel, on va vous répondre dans un instant. Mais pour l'instant, nous avons Jean-Loup. Vous patientez. Vous êtes du métier, un peu comme l'a été l'une de nos invités, Claudie Géraud. Bonjour Jean-Loup. Oui, bonjour. Vous vendez des Robiens? Non, je suis constructeur. Moi. Ah, pardon. Je suis constructeur. Alors, j'ai été approché justement pour personnel pour investir dans du Robien, mais bon, c'était comme ils avaient oublié de tenir compte de mon métier. Bon, je sais ce que ça vaut le mètre carré, donc même si vous défiscalisez, quand on vous le vend 2 à 3 fois le prix, je vois pas bien l'intérêt de la chose. Donc vous avez tout de suite vu l'entourloupe, vous avez été démarché par téléphone? J'ai été démarché une première patrimonial et tout ce qui s'ensuit. Et après, la personne s'est déplacée. C'est une société du côté de Tours, je crois, quelque chose comme ça, et qui est venue, qui a demandé un entretien et tout ça. Et il s'est tout de suite aiguillé sur du bâtiment. Je trouvais que c'était un peu gonflé quand même. Enfin bon, qui risque rien à rien. Et quand j'ai vu les prix au mètre carré ou les choses comme ça, bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais. Donc, votre avis peut-être globalement sur cette technique d'amortissement fiscal, bonne ou mauvaise affaire? Ça peut être une très bonne affaire. Le problème, ça fait partie comme beaucoup de choses, c'est pas du tout encadré. Donc n'importe qui vend n'importe quoi, n'importe comment. Et de ce côté-là, qu'on pas trop d'idées sur le prix du mètre carré, sur et tout ce qui va avec sur les financements, c'est des proies très faciles. Mieux vaut être informé, également sur à manier avec précaution sur la technique des taux variables et des taux fixes. Ah oui, tout à fait. Voilà, merci Jean-Loup. Tout le monde n'a pas la chance peut-être d'être informé comme Jean-Loup. Prenons peut-être le témoignage également d'Arnold avant de continuer et de continuer le débat. Bonjour Arnold. Bonjour. Oui. Je comptais remercier Madame Giraud pour son courage. Moi en fait j'ai été abusé, c'est clair. On m'a proposé des simulations qui tenaient la route. Je dirais je suis pas. Alors on pense tous que les gens sont naïfs quand ils tombent dedans, mais en fait je dirais c'est pas si simple que ça. Ouais. Je pense que la loi d'Eurobien est une bonne chose. C'est son utilisation qui en a été.
l'utilisation d'outils tronqués, des argumentaires qui tiennent pas la route, mais des termes comme compte épargne impôt et des supports. Dans la finalité, j'ai eu un compte épargne impôt et actuellement c'est un compte dépenses à tout va, quoi. Ça me coûte quand même presque 900 € par mois. Voilà, j'allais vous demander comment vous vous en sortez aujourd'hui. Donc vous avez un appartement sur les bras que vous n'arrivez pas à louer. Voilà, c'est un Gaudens, hein. Oui. Donc zone sinistrée, donc j'ai trouvé à louer, mais bon, pas dans les 1 an. Donc est-ce que voilà, quoi. Donc ça, c'est la grande question. Bien. Et voilà, quoi. Bah écoutez, merci pour cet appel, Arnold, et on sent quand même un peu de détresse dans la voix de cet auditeur. On va en profiter justement pour répondre à la fois à Arnold et à Lionel, comme je le disais à Marseille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui a envie de pas se laisser faire? On peut aller voir un avocat? Alors, effectivement, le problème qui se pose pour les gens qui veulent porter plainte, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ont tendance à aller voir des avocats qui n'ont que l'optique immobilier, à savoir, vous avez acheté trop cher, donc on va attaquer sur ce biais-là. Et là, évidemment, je pense qu'ils n'arriveront pas à leur fin. Nous, au niveau, si vous voulez, de l'association, j'ai quand même passé 2 mois, voire 2 mois et demi à travailler avec plusieurs avocats pour trouver une solution. Et la façon de procéder en interne. Donc là, aujourd'hui, il y a des investisseurs qui arrivent à obtenir gain de cause ou pas? Est-ce qu'on peut gagner réellement? Alors actuellement, il y a des arrêts de cassation d'annuler des ventes. C'est-à-dire que si ces ventes... Alors, Gestion de fortune, c'est une revue dont j'ignorais encore l'existence il y a quelques jours, hein, c'est cela? Il y a 5 jours, 5 pages qui peuvent donc annuler les ventes qui étaient réalisées avec l'objectif qui était prévu au départ. Il ne faut pas oublier que au départ, l'acquéreur, c'est de pouvoir défiscaliser. Bien, dans les méthodologies de vente, en aucun cas, il n'est groupe dont j'ai parlé précédemment, que en cas d'absence de locataire au bout de 12 mois, il n'y avait pas de possibilité de défiscalisation. Donc pas de locataire, pas de défiscalisation, ça veut dire assumer l'emprunt dans sa totalité, et là on arrive dans des catastrophes. Voilà, la première chose. Deuxième chose que j'ai remarqué, au vu des plafonds obligatoires donc pour rentrer dans le cadre du dispositif Robien. Certains promoteurs, plafond loyer, oui, loyer mètre carré. Certains promoteurs ont démembré au niveau de l'achat le parking et l'appartement, et de même ils ont démembré le loyer de l'appartement avec le loyer du parking pour rentrer dans les plafonds. Et on se retrouve en fait avec des promoteurs qui ont pris et l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle soit que c'est le même locataire, c'est le même propriétaire, et les deux réunis dépassent le plafond et on se retrouve avec des requalifications fiscales. Excusez-moi, je pense que là, je pense qu'il y a une petite confusion. Le dispositif tel qu'il est prévu permet de soit avoir un seul bail qui est pour le logement et le parking, qui est un seul bail, auquel cas le locataire ne doit pas payer un loyer qui dépasse le plafond. Oui. Mais la loi prévoit aussi qu'il peut y avoir 2 baux. Oui. Attends, je termine. Un pour le logement, un pour le parking. Mais si les baux sont différents et que il y a un dépassement du plafond, le locataire est libre de résilier le bail du parking quand le parking n'est pas amorti. Il n'entre pas dans le cas lésé. L'État n'est pas lésé puisque soit c'est dans le plafond de loyer et l'ensemble logement plus parking est amorti, soit c'est distinct et à ce moment-là le parking n'est pas amorti. Donc il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de fraude dessus. Alors je suis d'accord, avec lui. Hein. Compris quand il y a ça. Oui, mais ces groupes en fait ne signalent pas leurs investisseurs. Donc en fait, moi, écoutez, j'ai reçu moult redressements fiscaux. Je peux vous en envoyer copie. Important qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est de dire oui, on peut quand même obtenir réparation, on peut se présenter soit à la DIM, votre association, soit aller voir un avocat et on peut essayer d'obtenir gain de cause quand on a le sentiment d'avoir vraiment réellement été floué. Il y a des avocats, enfin j'ai malheureusement pas leur nom en tête actuellement, mais il y a au moins 2 ou 3 cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans la tentative de regroupement d'un certain nombre de personnes pour faire et analyser. Et il est certain que faut pas oublier qu'il n'y a pas de vice de consentement au départ. Hein. C'est-à-dire, ce sont comme des gens qui s'engagent librement et qui signent librement. Non, c'est faux, monsieur, c'est faux. Personne n'arrache leur signature.
Ils ont signé. Je suis désolée, je dois vous couper. C'est pas de la vente forcée, ils ont 8 jours pour se Alors, je voudrais terminer. Juridiquement, je pense pas que ce soit l'angle d'attaque. Je pense que l'angle d'attaque, il sera beaucoup plus, dans certains cas, pour regarder tout ce qui était indiqué dans les pour dire en quoi les obligations n'ont pas été remplies. Je suis d'accord. Pour le reste, je suis pas certain que... Alors, je suis d'accord. Au demeurant, j'émets quand même une petite parenthèse, à savoir que vous avez toujours une vue immobilière, donc extrêmement juste, extrêmement technique. J'ai une vue contractuelle, simplement. C'est pas immobilière. Ce que je dois comprendre, c'est que ça vous agace aussi quand on dit que ces personnes qui ont pris ces robiens ont été naïfs. Tout à fait. Parce que, justement, je voudrais en parler. Le premier jour, on apprend quand vous avez un pâtissier qui a les mains dans la farine depuis 20 ans et qui se retrouve, on lui fait miroiter que en 3 jours, il a une mallette et il va gagner 25 fois plus ce qu'il gagne. Effectivement, on peut dire qu'il peut être naïf. La première formation, on vous donne des maillons, 12 maillons qu'il faut étudier par cœur, ou ils ont fait pour vous. Alors vous n'avez on va dire marche de descente aux enfers. La deuxième marche, et là où vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord avec monsieur, à savoir que le deuxième jour, c'est une formation de démarrage. Imaginez qu'un pâtissier, qu'une femme de métier tout à fait louable, mais et ces métiers n'ont rien à voir avec la finance ni l'immobilier. Ces gens-là, on leur dit, voilà, pendant 1h30, vous allez lister toute votre famille. Donc on leur fait lister leurs frères, leurs pères, leur mère, leurs cousins, les amis d'enfance, les amis professionnels, les voisins, etc. Et à ce moment-là, on leur dit, voilà, vous allez apporter un réel service, puisque vous allez leur faire économiser des impôts, ils vont pouvoir construire. On passe un peu au préalable par un espèce de lavage de cerveau. Finalement, il y a de la naïveté des deux côtés. Hein, non, c'est pas. Oui, tout à fait. Hein, santé est bien fait comme un service qui est vraiment complètement. Personne le présente à sa propre famille. Ça veut dire qu'on se retrouve dans des situations ubuesques, à savoir que les vendeurs ont vendu à leur propre famille et à leurs propres amis. Je vous dis pas au moment de la livraison ce qui se passe. Il y a vraiment des familles qui se détruisent, des amis qui ne sont. Donc finalement, le vendeur amis. de robiens se retrouve parfois lui-même piégé. Je vous propose de continuer. Mais il achète lui-même. Souvent, il achète lui-même, donc il se piège lui-même. Ce qui démontre sa bonne foi. Oui. C'est pour ça que l'ADIM, qui normalement n'aurait dû défendre que les investisseurs, on défend aussi des fois les mandataires. Pourquoi ? Les sous-mandataires. Parce que les sous-mandataires qui ont investi eux-mêmes, c'est vrai qu'ils ont été naïfs, mais c'est normal. Vous pouvez pas être pâtissier aujourd'hui et puis comprendre tout ce qui se passe dans la finance, les immobiliers demain. Je ne veux pas qu'on dise le vendeur système. Dans certains systèmes, tout à fait. Sur les 220 000 qui ont été vendus, enfin les 300 000 vendus aujourd'hui, c'est vraiment une infime minorité qui est comme ça. Oui, c'est vrai, on peut le redire. Mettons pas de termes génériques comme pas tout le monde dans le même panier. Je suis d'accord avec vous, mais je donnerai des chiffres quand même. Sur les chiffres que vous annoncez, je dirais qu'il y en a bien 80 000 qui sont vendus de la sorte, monsieur. Voilà, mais on a parlé des chiffres au début de l'émission. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, donc on a exposé les deux points de vue, comme je l'ai dit, et à l'auditeur de se faire son avis et son opinion. Les auditeurs nous appellent, ils sont nombreux. Je voudrais qu'on écoute un témoignage de Perpignan. Il s'appelle Patrick. Bonjour. Bonjour Isabelle. Vous avez parfois eu cette impression d'être pris en tenaille, pris au piège par un système, par un vendeur ? Non, très sincèrement non. Ça s'est très très bien passé avec le conseiller en patrimoine. C'était un monsieur très compétent qui nous a bien expliqué. On n'y est pas allé les yeux bandés. On y est allé vraiment en connaissance de cause. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est en aval. Le souci, c'est que une fois qu'on vous livre votre PAC, c'est-à-dire l'immobilier plus l'agence qui est derrière et qui doit s'occuper de la location de votre bien, actuellement verrouillé avec une agence qui n'en a pas grand-chose à faire. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que on a appris au bout de 6-8 mois, parce qu'on s'inquiétait qu'il n'y avait pas de location, qu'effectivement il y avait des candidats, qu'ils avaient jugé que ces candidats n'étaient pas opportuns, n'étaient pas bons, n'étaient pas financièrement solvables et ainsi de suite. Donc ils les ont refusés. Alors que s'ils les avaient acceptés, ça aurait immédiatement, j'imagine, déclenché l'aspect défiscalisation, n'est-ce pas ? Donc, mon souci aujourd'hui, en plus, maintenant, je me retrouve devant cette agence qui dit « Ah bah oui, mais on a loué que 60%, vous comprenez, c'est difficile, blablabla. » En plus, il y a un autre immobilier qui s'est construit juste en face. Ça, c'était pas prévu non plus. Et ma question est simplement comment on peut se débarrasser de cette agence ? Parce que moi, je veux bien y aller là-bas, aller au charbon, me prendre, je sais pas, travailler avec la CAF, parce que je sais qu'il y a des besoins de ce côté-là.
et de pouvoir être autonome avoir un libre arbitre, pouvoir décider soi-même de qui on va prendre en location ou non. Voilà, réponse rapide, qui veut proposer une réponse à Patrick, Claudie Giraud ou Jean-François Gabillard, qui veut lui répondre? Il faut que ce monsieur, le contrat, le mandat qui le lie à l'agence, généralement les mandats, mais très souvent dénonçables tous les ans, avec un préavis. Donc il y a des voies légales. Choisit librement l'agence ou si elle lui était imposé par le vendeur, ou imposé au sens où ça faisait partie des garanties, et si c'est une filiale de son vendeur, parce que là il peut y avoir un moyen d'action, justement, dire attendez, vous m'avez vendu quelque chose avec une obligation de résultat, où est le résultat? Alors il n'y a pas que les mécontents, c'est vrai qu'on a mis un peu le projecteur ce matin sur les déçus du Robien, il y a également des gens qui sont satisfaits, comme Catherine, qui est parisienne. Bonjour Catherine. Bonjour madame. Vous travaillez avec Jean-François Gabillard? Pas du tout. Non, j'écoutais votre émission et c'est vrai que moi j'ai décidé un jour d'acheter un appartement loi de Robien, enfin pour faire un placement d'argent. Je crois que j'ai bien fait plutôt que d'acheter des fonds de pension. et donc je suis allée dans un cabinet où on s'occupe de ça. Et moi j'ai eu des gens très très compétents qui se sont occupés de tout et on m'a proposé un appartement à Lille qui, je dois dire, dès qu'il a été construit, est loué. Et relouer dès que les gens partent, parce que c'est souvent des étudiants. Là, ça fait déjà 2 personnes qui sont là. Donc c'est un placement rentable. Juste une petite question, Catherine. Vous n'avez pas été démarchée, vous avez vous-même cherché l'acquisition d'un bien Robien? Oui, voilà. Je suis allée dans un... Alors, c'était pas un démarchage, c'est différent. Voilà, je suis allée et chez des gens très compétents. Et à chaque fois que j'ai un souci, je veux dire, bon, maintenant c'est fait pour eux, ça fait déjà plus de 2 ans. Là, j'ai eu un petit souci, je les appelle, ils s'occupent de tout résoudre. Je trouve qu'il y a certaines agences, alors je sais pas quel est leur rôle exactement. Moi, c'est quelque chose qui est à Paris avec Pignon-sur-Rue. Il s'occupe. Merci Catherine, merci. Voilà. Claudie Giraud, votre réaction par rapport aux propos de cette auditrice? Oui, eh bien écoutez, je suis ravie pour cette dame parce qu'elle démontre ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il y a de très bons cabinets de gestion de patrimoine et il y a des promoteurs qui font du bon travail. Bon, par contre, je voulais signaler d'important, à savoir que lorsque les groupes proposent donc un PAC, le fameux PAC, où ils s'occupent de tout, c'est-à-dire de construire, de gérer, etc. Donc c'est effectivement, si ça se passait bien au niveau de la gestion, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est quand ça se passe mal, vous vous heurtez, ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est phagocyté de tous les côtés. Pourquoi? Dans le promoteur, le commercialisateur en fait est donc il est partie prenante, il est actionnaire et on se retrouve finalement à envoyer des lettres recommandées dans tous les coins à des entités qui ont l'air différentes mais qui sont les mêmes. Donc oui. Si vous voulez le côté positif, quand c'est bien fait, c'est un côté extrêmement positif. C'est l'illustration de cette dame. Ça devient le côté parfaitement négatif quand c'est mal fait. Alors quant à moi, je voudrais aborder un autre sujet, quand même, pour faire une petite progression dans notre débat. Il est abordé par un auditeur de Laval qui nous dit la moyenne des loyers dans une ville en général. D'abord, cet auditeur nous dit qu'il a constaté qu'il y avait beaucoup d'appartements qui ne se louaient pas dans la ville de Laval, mais en plus, nous dit-il, ces logements saturent le marché local du locatif privé, déjà difficile, c'est une bombe à retardement, et on a les prix des loyers. Qu'en pensez-vous, Jean-François Gabillard? Écoutez, ce serait le seul produit économique dont la production en augmentation contribuerait à une hausse des prix. Moi, j'ai toujours vu ou constaté que plus on produit un bien, plus la valeur de ce bien baisse. Donc, différentes villes où il y avait eu saturation du marché locatif, on a vu au contraire les loyers baisser, pour le plus grand bonheur des locataires au demeurant d'ailleurs. Donc je dirais, c'est vraiment contre-économique parce que c'est exactement l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, on a vraiment une augmentation. Inversement, ce qui a pu arriver dans certaines villes, c'est qu'effectivement la production de logements neufs a entraîné que certains logements plus, et notamment ceux qui étaient en le plus mauvais état, ont été vidés au profit de logements plus neufs et plus modernes et, on va dire, dans la majorité des cas, quand même fait correctement. Alors tous les points de vue s'expriment dans cette émission. Nous avons Christian qui est en ligne, qui est directeur général d'un établissement de crédit. On va écouter son point de vue avec attention. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, simplement pour indiquer que le phénomène de la dérive de Robien, parce qu'effectivement, c'est pas la loi de Robien en elle-même qui est en cause, mais la façon dont ça a été utilisé, la dérive était prévisible dès 2005.
c'est-à-dire que dès 2005, on voyait par exemple dans la région Midi-Pyrénées d'immenses programmes qui étaient réalisés par toulousains. La plupart des sociétés citées tout à l'heure sont... C'est un phénomène qu'on connaît bien. Et dès 2005, je faisais des notes à mon groupe pour dire attention, les logements qui sont réalisés sont chers par rapport au marché, les loyers prévus sont trop chers par rapport aux loyers de l'environnement, et hormis dans la ville principale, mais dans les villes moyennes, Montauban, Pamiers, Castres, Albi, etc., Gaillac, les logements ne se loueront jamais au tarif prévu, et j'avais donné des instructions à mes équipes pour ne financer qu'au cas par cas, et après avoir vu la personne physique investisseur. On refusait, contrairement aux autres établissements de crédit, de financer simplement sur dossier. Merci Christian pour cet éclairage. Je voudrais en profiter puisque l'heure tourne, nous devons conclure pour la question posée au début de l'émission était simple, c'est est-ce qu'il faut oui ou non supprimer ces Robiens? Est-ce que parmi les pouvoirs publics, on a pris en compte justement l'ampleur quand même des mécontentements, et est-ce qu'on va essayer de réaménager, peut-être pas supprimer, mais réaménager ce dispositif fiscal? Alors je dirais, il y a eu de vouloir supprimer le Robien, et Dieu merci, la plupart des femmes politiques qui l'ont regardé ont constaté que le supprimer correspondrait à une véritable catastrophe, non pas pour les investisseurs et pour la profession, simplement parce que en France, on a besoin de 500 000 logements par an, et que dans les 500 000 logements, la seule production locative, ceux qui sont faits par les HLM. Alors tout le monde ne peut pas être aujourd'hui propriétaire. Mais le réaménager, on y pense ou pas? D'où l'évolution, effectivement. Il y a eu un premier réaménagement qui est intervenu en 2006 avec la loi Borloo, puisque la loi Robien a eu du coup ce qu'on appelle le Robien recentré, qui a plafonné le niveau des loyers, et qui a créé le Borloo populaire, qui a lui-même introduit un autre plafond. Et dans le projet de loi préparé par Madame Boutin actuellement, il est prévu la suppression la suppression pendant 3 ans du dispositif Robien dans ce qu'on appelle la zone C, c'est-à-dire à peu près 90% du territoire. C'est en gros toutes les villes de moins de 50 000 habitants. Pourquoi? Parce que il y a une qui me semble pertinente, que dans la plupart de ces villes, il n'y a pas aujourd'hui de besoin locatif. Donc il n'y a aucune justification. De prendre en compte justement il n'y a aucune justification en revanche à ce qu'il y ait une aide de l'État pour fabriquer des logements qui ne correspondent pas à des besoins. D'accord. En tout cas, c'est bien de sentir quand même que les pouvoirs publics ont été à l'écoute de ces dérives. Dans ça, notre fédération a toujours été extrêmement attentive là-dessus, et nous sommes en rapport régulier avec les pouvoirs publics pour leur indiquer justement les problèmes, les éventuelles difficultés rencontrées par les acquéreurs, mais surtout pour ne pas casser le système. Voilà, qui nous permet donc de conclure. Donc l'avenir, Claudie Giraud, un petit mot de conclusion. Je le disais, toutes les opinions s'expriment dans cette émission. Pendant que vous parliez, la société Omnium Finance nous a adressé un petit fax pour nous demander de préciser que vous avez judiciaire, vous avez été condamné par le tribunal de grande instance pour dénigrement contre la société Omnium Finance. Effectivement que ça arrive. Alors en fait, c'est l'année. Omnium Finance voulait que le juge s'exprime en disant elle dit la vérité. Le tribunal a jugé que je leur avais causé un préjudice moral. Sans vouloir revenir sur cette affaire, et donc, je l'ai dit pour information pour nos auditeurs, donc vous continuerez de défendre les personnes qui sont déçues par le système tout à fait, parce que bon, j'étais sur 500 000, j'ai été condamné à 10 000 pour morale. Autre chose que je voudrais quand même souligner, c'est les notaires. Oui. Les notaires. Très bien. Merci. Les notaires. Et puis on peut demander aux auditeurs aussi de se rendre sur le site de votre association, on l'a dit. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir débattu sereinement.